Voilà, on démarre cette nouvelle table ronde. Bienvenue pour cette dernière après-midi du 12e forum de bioéthique. Très bouleversé par la crise et de fait portant sur la bioéthique en temps de crise, où toutes nos libertés, y compris celle de venir librement au forum, ont été obérées, liberté publique. Et c'est la restriction de ces libertés en temps de crise que nous allons survoler dans cette table ronde. Et je donne la parole à Maud Nizan pour modérer cette table ronde. Merci. Donc effectivement, on va parler de nos libertés qui ont été entamées en raison de la crise sanitaire. Mais d'abord, faut-il savoir de quoi on parle lorsqu'on évoque la notion de liberté, concept qui sera probablement défini et développé de différentes manières par nos intervenants. On utilise le terme de liberté publique pour désigner les libertés qui sont reconnues et aménagées par l'État. On peut citer par exemple la liberté d'aller et venir, bien sûr, la liberté de manifester, la liberté de conscience, la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de presse, etc. La liste est très longue et ces libertés figurent dans de nombreux textes législatifs. Et ces libertés, bien sûr, ne sont pas absolues. Elles peuvent être restreintes et notre droit en définit les contours, les limites et les abus possibles. La crise sanitaire a entraîné des limitations nouvelles et de manière soudaine et brutale. On peut penser bien sûr à la liberté d'aller et venir notamment. Et comme chacun le sait, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres et les libertés elles-mêmes se concurrencent entre elles et s'opposent parfois. Et il y a des libertés qu'on a l'habitude de confronter. Je pense par exemple au droit à la liberté de la presse et au droit à l'intimité de la vie privée, qui sont deux libertés qu'on a l'habitude de voir se confronter. Je pense notamment aux stars qui régulièrement essayent de porter atteinte ou portent atteinte parfois à la liberté de la presse en faisant valoir leur droit à la vie privée. Et c'est bien normal, ce sont deux libertés qu'on a l'habitude de voir se confronter. Mais là, c'est plus difficile. On oppose par exemple le droit à la vie au droit à la vie familiale et c'est bien sûr plus compliqué et en tout cas moins habituel. On est heurté ici car on restreint des libertés que l'on considérait comme définitivement acquises. Et par exemple, celle de se déplacer n'avait pas été comme ça limitée depuis bien longtemps. Les derniers couvre-feux en France datent de la guerre d'Algérie. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi et les restrictions apportées à nos libertés doivent être justifiées, nécessaires, mais également proportionnées à l'intérêt public qu'elles servent. L'atteinte aux libertés doit être fonction de la gravité de la menace. C'est une garantie de nos démocraties. Et donc, bien sûr, les décideurs doivent faire preuve d'une particulière vigilance. Alors, pour parler de toutes ces questions, aujourd'hui, nous recevons Marion Muller-Collard, qui est théologienne protestante, écrivaine, membre du CCNE et membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Monique Cantos-Perber, pour laquelle on n'a pas encore la connexion tout à fait, donc on espère l'avoir avec nous, qui est directeur de recherche au CNRS, membre du Comité national d'éthique. Patrick Waxman, professeur émérite de droit public à l'Université de Strasbourg, déontologue de la ville de Strasbourg, dont j'ai pu bénéficier de l'enseignement il y a déjà une vingtaine d'années. Et Lila Merabé, vice-présidente de la région Grand Est, déléguée à la compétitivité, l'innovation et au numérique. Alors, je vais commencer par donner la parole à Marion Muller-Collard. Bonjour Marion. Merci. Bonjour Marion. Bonjour. Merci pour votre invitation. Merci et bravo d'avoir maintenu cet irremplaçable forum contre vents et virus. Donc habituellement, quand j'interviens au sein du forum, c'est à l'occasion d'une table ronde interreligieuse. Il n'y en a pas cette année au programme. Je ne sais pas de quoi c'est le symptôme. Ça pourrait être l'objet d'une table ronde en soi de se poser cette question. Donc je ne vais pas tellement intervenir en tant que théologienne,
Et je vais en fait faire des considérations très générales. Je compte sur l'arrivée de Monique Cantos-Sperber pour interroger le mot lui-même de liberté. C'est vraiment sa fonction de philosophe. Moi, je vais m'attacher en fait à un exemple particulier qui nous a occupés au niveau du CCNE, qui est celui, pour le dire brièvement, de la liberté d'accompagner dignement nos défunts. Voilà, cette question en fait en fait on se pose cette question de savoir quelles libertés peuvent être restreintes en vue d'une protection sanitaire et sans produire en bout de course des dommages encore plus préjudiciables que le risque de contamination. Et en ce sens, il me semble qu'un indicateur de discernement pourrait être de se demander quel exercice de nos libertés est reportable et quel est l'exercice de nos libertés qui n'est pas reportable. Et on voit bien que dans la question du deuil et de l'accompagnement des personnes endeuillées, mais aussi l'accompagnement des défunts, on entame là une liberté dont l'exercice ne pourra pas être reportable. Je pense que tout le monde le comprend facilement. Donc on se repose en fait la question qui a traversé tout le forum de la balance bénéfice-risque et qui évidemment, comme l'a bien dit Maud dans son introduction, se repose ici sur la question des libertés. Donc voilà, la question du traitement des défunts en fait et de notre possibilité de dire adieu à nos morts ne correspond en réalité pas seulement à un droit mais aussi en fait à un devoir anthropologique. Comme l'écrit Sophocle dans Antigone, ce n'est pas une loi d'aujourd'hui ni d'hier qu'un instant abolit comme un instant la fonde, mais l'éternelle loi plus vieille que le monde. Et cette loi-là, elle a été entamée par un certain nombre de mesures dont les premières arrivent fin mars et dont on comprend la nécessité parce qu'évidemment le traitement des morts en situation de pandémie ne peut pas être tout à fait égal à celui du traitement des morts en dehors d'un contexte de pandémie. De surcroît, après avoir constaté que effectivement les corps des défunts gardaient une charge virale pendant encore plusieurs heures après le décès. Simplement, au bout d'un moment arrive le décret du 1er avril, dont on aurait espéré que ce soit une plaisanterie, mais ça ne l'était pas, qui en fait imposait une mise en bière immédiate à la suite du décès et interdisait donc la pratique de la toilette mortuaire et mécaniquement empêchait les familles de pouvoir voir leurs défunts. Donc on a été dans cette période privés d'accompagner nos proches dans le temps de l'hospitalisation parce que les visites étaient interdites, d'être le cas échéant à leur chevet lorsqu'ils en venaient à décéder et d'aménager la transition de l'adieu en pouvant voir le défunt, privés également du soutien de nos proches dans le cadre de cérémonies rendues extrêmement compliquées, voire impossibles pour les proches les plus éloignés. Voilà. Et alors, il nous restait à choisir entre être Ismène ou Antigone. Soupirer avec Ismène, mais j'obéis prudente à la nécessité, sachant que cette nécessité était fort discutable, parce que les défunts, si effectivement ils ont encore une charge virale à la suite du décès, représentent tout de même l'avantage de contenir cette charge virale et de mécaniquement être beaucoup moins contagieux. Puisqu'ils ne peuvent plus émettre évidemment, ils ne peuvent plus nous tousser dessus, pour le dire trivialement. Donc ces mesures apparaissaient en fait établies dans un contexte de panique et qui relevait presque plutôt de la pensée magique, de la superstition en fait, liée à toute la panique qui a pu traverser ces premiers temps de la pandémie, qu'à des mesures rationnelles et équilibrées dans la balance bénéfice-risque. Voilà, donc la bonne nouvelle, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, c'est que dans le cadre de la restriction de cette liberté-là, qui touche à un socle anthropologique, il y a eu énormément de résistance. Il y a eu beaucoup de manifestations, de nombreuses Antigones,
qui sont remontées jusqu'au CCNE à travers les cellules éthiques de soutien qui étaient mises en place par les espaces éthiques régionaux. Donc moi, je faisais partie de la cellule éthique de soutien du Grand Est et nous avons tous été extrêmement frappés par toutes les résistances qu'ont entraînées sur le terrain ce décret du 1er avril et la façon dont ces résistances sont remontées dans l'appareil démocratique, avec toute une inertie des rouages complexes de la démocratie, mais en même temps une vraie efficacité en bout de course. Il y a eu également une lettre co-signée par Grégoire Moutel, notre médecin légiste préféré du forum, qui mettait bien en avant le risque pour la cohésion sociale de ce décret, en fait. Une lettre qui était suivie de propositions d'aménagement qui relevaient en fait d'un bon sens, pour ainsi dire, quasi vital. Parmi toutes les réactions que j'ai compilées dans cette période-là, je vous en lis une qui était extrêmement marquante, je trouve, qui disait ceci: « Aucune aide-soignante ne peut enfermer un cadavre sans avoir honoré cette dépouille humaine. J'ai dit et je redis aux équipes que je suis disponible 24 heures sur 24 pour venir faire les toilettes des défunts au centre hospitalier s'il le faut. Il est sûr que le soignant saura faire de la résistance éthique pour que chaque personne reçoive le respect de la dignité minimale lors de son décès, Antigone où es-tu ?» Ce qui est frappant là aussi, c'est qu'on voit bien que ce décret n'a pas seulement blessé et amputé les familles de leurs droits et de leurs devoirs fondamentaux à l'égard de leurs défunts, mais aussi le personnel soignant, doublé d'un sentiment d'absurdité, puisque les aides-soignantes faisaient des toilettes aux patients jusque quelques heures avant leur décès, et qui étaient des toilettes qui effectivement les exposaient fortement à la contagion, et ne comprenaient pas pourquoi elles ne pouvaient pas aller jusqu'au bout de leur accompagnement de soignants à travers la toilette mortuaire, qui en soi était effectivement mécaniquement beaucoup moins contagieuse que les toilettes qu'elles avaient faites quelques heures avant le décès de leur patient. Donc il y avait quelque chose de l'humanité même des soignants. On a eu énormément de témoignages en ce sens qui étaient entamés ici, et il me semble qu'on était dans une phase extrêmement critique liée à ce décret du 1er avril. Le 17 avril, le CCNE a produit un avis, enfin, pas un avis au sens habituel du terme, mais en tout cas ça a pris position en réaction aussi à ce 1er avril, en stipulant que la bioéthique implique donc aussi de définir ce que les vivants doivent s'interdire de faire avec le corps des personnes défuntes. Voilà, finalement, l'appareil démocratique va fonctionner en prenant un petit peu de temps, jusqu'à ce qu'au mois de décembre, suite à une requête d'annulation de plusieurs décrets pour excès de pouvoir, donc plusieurs décrets dont ce décret du 1er avril, c'est intéressant, annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d'État va, au motif que ces dispositions, en raison de leur caractère général et absolu, portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale, le Conseil d'État va faire annuler ce décret. Voilà, je choisis cet exemple parce qu'il permet effectivement d'incarner la question de l'exercice de nos libertés et des exceptions qui peuvent en être faites. Quel exercice de ma liberté peut être mis entre parenthèses, autrement dit peut être reportable sans autre dommage que la frustration, et quel autre exercice de ma liberté ne peut pas être suspendu, pas même une seconde, sans risquer de couper un fil rouge qui structure un socle anthropologique atemporel et universel, et des fils rouges de ce type-là, nous n'en avons pas tant que ça. Voilà. Donc la bonne nouvelle, je trouve, j'entends beaucoup d'inquiétudes, nous sommes tous des fois un peu surpris, sidérés de la docilité avec laquelle nous nous accoutumons aux restrictions de liberté, et j'avais envie de prendre cet exemple pour montrer à la fois qu'il faut effectivement rester vigilant et qu'en même temps cette vigilance a fonctionné dans un moment extrêmement critique qui a amputé nos libertés et nos devoirs aussi, en fait, à l'égard de nos morts. Mais en même temps,
cet exemple, tout en reprenant le fil en fait de cet exemple tiré de ce décret, il me semblait qu'il était presque un petit peu trop exemplaire et qu'il risquait éventuellement de réduire en fait la complexité de cette question des libertés reportables ou non. Et de l'enjeu de leur exercice. Alors je voudrais là ouvrir la réflexion avec une casquette toute différente, puisque je sors d'une semaine de rencontres écrivains lycéens organisée par l'Académie de Strasbourg, et que c'était de très beaux échanges. Et en abordant cette question de la liberté, une professeure d'éducation civique et morale d'un des établissements dans lequel j'étais mardi a posé en fait la même question que nous nous posons là maintenant dans cette table ronde à des collégiens de 3e. Et elle m'a envoyé hier une compilation de ce qu'ils ont répondu. Et je voudrais juste vous partager ça de façon extrêmement brute pour conclure. Donc une des élèves dit je déteste le Covid-19, je pense qu'il nous gâche la vie. Nous, en 3e, nous étions censés faire nos stages et nous n'avons rien pu faire. Maintenant, nous devons choisir notre avenir sans même savoir comment se passe la vie. Nous devons choisir notre avenir sans même savoir comment se passe la vie. Je trouvais ça extrêmement poignant. Pardon, j'enlève mon chat qui s'invite à la table ronde. Une autre qui dit « Je ne fêterai sûrement pas mes 14 ans. J'ai l'impression que ma vie sociale est en train de s'évanouir. » Et après, d'autres qui ont des réflexions plus mitigées et qui m'interpellent particulièrement. « On ne peut plus faire de sport. En vrai, je suis aussi libre qu'avant. Il faut juste s'adapter. » J'ai une vie normale, mais le masque me rend fou. Comment est-ce qu'on peut dire dans une même phrase « J'ai une vie normale, mais le masque me rend fou ». J'ai trouvé ça extrêmement poignant parce que on voit en fait leur effort de docilité et la façon dont ils essayent de tempérer quelque chose qui est quand même de l'ordre d'une souffrance, quoi. J'ai l'impression d'être moyennement libre, car il y a le couvre-feu, les masques, mais sinon je me sens libre. Un peu moins qu'avant la crise, mais on s'habitue. Et c'est finalement cette pente glissante de l'habitude qui me pose un petit peu question à cet endroit-là. Je me demande en fait si ces libertés dont parlent ces élèves, qui sont toutes des libertés reportables, n'engagent plus à long terme simplement une frustration, mais le risque aussi de briser leur élan, de briser leur spontanéité, leur projection, leur goût de l'engagement et de la participation. Alors aujourd'hui, on est après bientôt 1 an de mesures de restriction. Et voilà la question que je me pose. Est-ce que la privation de nos libertés les plus ordinaires, y compris des libertés reportables, n'est pas en train d'entamer un avenir qui se tient entre les mains d'une jeunesse qui balance entre colère et résignation et qui en vient à envisager parfois un 3e confinement comme une possibilité de repli? Et je vous dis ça parce que je choisis en guise de provocation un dernier extrait de ce florilège de témoignages d'élèves. Provocation peut-être de la part de l'élève qui l'écrit, mais provocation de ma part aussi en finissant mon intervention sur ces mots d'un élève de 3e. Je m'en fiche du confinement et du couvre-feu, car je n'aime pas sortir et être dehors. Je préfère être chez moi devant mon PC et être en train de jouer aux jeux vidéo tranquillement. J'aimerais ainsi qu'il y ait un reconfinement total sans école. Voilà. Je nous laisse continuer à réfléchir sur ces mots un petit peu glaçants d'un élève de 3e. Merci Marion pour votre intervention. On a pu connecter tout le monde, donc la table est désormais complète, enfin la table virtuelle. Donc je salue Monique Cantos-Perber et Lila Merabé et je vais tout de suite vous donner la parole. J'ai introduit rapidement le sujet plutôt dans son aspect juridique parce que c'est ma formation et je vais donner la parole à Monique Cantos-Perber pour l'aspect plus philosophique de la notion de liberté. Nous vous écoutons. Je vous remercie.
Oui, enfin, la philosophie n'est pas détachée de la réalité, je l'espère en tout cas. C'est la manière dont je la considère, et certainement pas détachée des institutions. Donc, il est certain que la réalité juridique et ce que cela signifie sur l'avenir de nos droits, qui sont d'abord destinés à protéger nos libertés, est évidemment un élément essentiel d'une évaluation, même philosophique, de la question. Il est vrai qu'un moment tel que celui que nous traversons aujourd'hui n'est véritablement pas idéal pour le respect des libertés. Il reste que aujourd'hui, un ensemble de décisions sont prises sans véritable débat parlementaire, sans consultation des citoyens, mais ça fait longtemps qu'on y a renoncé, sinon sous forme qui est vraiment pas du tout significative, comme quelques dizaines de citoyens tirés au sort pour se prononcer sur un certain nombre d'enjeux nationaux. Mais tout cela contribue à faire oublier que la liberté est la raison d'être de notre régime politique. Elle n'est pas seulement un bien personnel dont on jouit dans des temps paisibles, elle est surtout un bien collectif qui renvoie à de multiples réalités qui font que nos sociétés sont des sociétés libres, à savoir la participation des citoyens, l'autonomie des activités économiques, culturelles et sociales, et puis bien sûr les droits de la personne et les libertés publiques. Et lorsqu'on a cours, comme ça a été le cas de façon répétée depuis presque un mois, et je puis dire même depuis 5 ans, à des mesures qui sont qualifiées comme des mesures d'urgence, à des moyens exceptionnels qui ont pour premier effet de limiter les droits des individus, ce qui peut être parfois nécessaire, hein, je ne le conteste pas, la pondération entre exigence de la sécurité et demande de la liberté, c'est une pondération qui est à l'origine même du libéralisme. Les libéraux n'ignorent absolument pas la nécessité de ce genre d'arbitrage. Il reste que lorsqu'une décision de restriction des libertés doit être prise, ça ne peut être que pour un objectif extrêmement précis et pour une durée limitée. Et encore, si je peux me permettre de citer Montesquieu, et encore d'une main tremblante. Or, depuis 5 ans, nous avons passé plus de 3 ans, si je me compte bien, sous état d'urgence. Les mesures exceptionnelles sont donc devenues une forme de routine. Et déjà, je vais revenir sur ce point, mais déjà nous en constatons les effets. Le travail parlementaire est de moins en moins pris au sérieux. Il y a une relative perte de confiance des citoyens. Comment pourrait-il en être autrement ? Ils ont quand même tous le sentiment d'être dessaisis de leur rôle politique. Et une impression d'arbitraire prévaut pour ce qui a trait à la conduite des affaires publiques. Je ne parle même pas de la disqualification de ce qu'on appelle, avec beaucoup d'arrière-pensée, les corps intermédiaires ou les acteurs sociaux. Au printemps dernier, des libertés ont été suspendues, des libertés extrêmement importantes à nos yeux, hein, puisqu'il s'agissait de la liberté d'aller, de venir, de circuler, donc d'entreprendre. Mais pas seulement, il y a aussi des libertés qui prennent effet dans le domaine judiciaire qui ont également été suspendues. Et même, je pourrais dire, la liberté de délibérer, puisque le Parlement a été vraiment en veilleuse pendant quelques semaines. Un état d'urgence a été voté, mais très vite, cet état d'urgence est devenu, comme c'est le cas de plus en plus souvent, un moyen de gérer de façon exceptionnelle des situations qui maintenant deviennent ordinaires. Parce que comme la menace terroriste est malheureusement là pour durer, comme il est possible que nous ayons à affronter d'autres crises que cette épidémie, en tout cas qui se présenterait comme telle, il est possible que ce genre de choses deviennent l'ordinaire de nos vies. Et que se passe-t-il alors? Continuera-t-on à appeler état d'urgence aux moyens exceptionnels, procédures d'exception, des recours qui malheureusement deviennent de plus en plus fréquents? Quand la loi sur l'état d'urgence a été votée en 1955 pour répondre aux événements qui se produisaient en Algérie, la loi spécifiait bien les circonstances dans lesquelles un état d'urgence
pouvait être un recours. C'était un état de calamité publique, de maux exceptionnels. Alors on peut en effet considérer que le Covid, c'est cela. Mais la loi d'état d'urgence était quand même votée dans un contexte d'événements imprévus qui surviennent sans qu'aucune préparation n'ait pu être prise. Ce n'est évidemment pas ce dont il s'agit avec la crise que nous traversons aujourd'hui. Les événements étaient prévisibles depuis la mi-janvier. Des mesures ont été prises 2 mois après. Et si la population française s'est trouvée dépourvue de moyens de protection, qui d'une certaine manière laissaient le confinement comme seule option, c'est aussi à cause d'une relative imprévoyance. Là, l'état d'urgence a en partie servi à solder la préparation. C'est un véritable détournement de ce qu'est une procédure d'exception, qui est certes en bien des circonstances nécessaires, mais qui doit être justifiée au plus près, et dont il faut pouvoir faire la démonstration que rien d'autre n'était possible, étant donné le coût démocratique, le coût symbolique et le coût même en termes de réduction des chances pour l'avenir que constitue la nécessité de recourir à des procédures d'exception. Il suffit de jeter un coup d'œil à ce qu'a été à ce qui s'est passé dans les autres pays européens, du moins au printemps dernier. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Mais il y a des pays qui, bien dotés en tests et en masques, n'avaient pas besoin de recourir à des moyens aussi drastiques que ceux pour lesquels il n'y avait pas d'autres recours en France. Je regrette aussi que dans cette circonstance-là, il y ait eu fort peu de concertation avec les collectivités territoriales. Le couvre-feu du mois d'octobre a été annoncé dans certains départements et certaines régions même, sans que les présidents de région, les maires des principales villes aient été informés, ce qui est un déni de la liberté politique au sens que Montesquieu donnait à ce terme, c'est-à-dire non plus seulement limiter le pouvoir de l'État et contrôler d'une certaine manière ses finalités, mais également assurer la participation de toutes les parties prenantes, de tous ceux qui doivent légitimement contribuer à la décision publique, si ce n'est pas le cas des collectivités territoriales. On ne sait plus ce que signifie la participation politique dans notre pays. Mais de manière générale, lorsque les libertés sont restreintes, et parfois pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, 2 exigences doivent prévaloir. D'abord, que la restriction de liberté soit d'une efficacité avérée. Ça, c'est une objection qu'on peut adresser, par exemple, à la loi renseignement qui a été votée en 2015. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai beaucoup écrit sur le sujet. Mais l'efficacité de cette loi reste encore à établir. En tout cas, on n'a aucune donnée publique qui permette de le faire. Et je ne m'engage pas davantage dans cette question. Mais aucune restriction de liberté ne peut être proposée sans que la démonstration de son efficacité ait été faite. Alors bien sûr, on peut toujours se réfugier dans ce que Spinoza appelait l'asile d'ignorance, c'est-à-dire restreignons les libertés, de toute façon, nous saurons, ça ne peut pas faire, en termes de sécurité, ça ne fera jamais de mal. C'est un véritable sophisme, et je reviendrai sur cette question un peu plus loin. Mais par ailleurs, il est absolument nécessaire, et c'est une exigence fondamentale, une restriction de liberté est malheureusement nécessaire. Il est impératif que cette restriction de liberté ne change pas le sens des libertés, c'est-à-dire que c'est une exigence d'ailleurs qui est constamment rappelée dans les décisions juridique, il faut une proportion, on peut donner, il faut une exigence de proportionnalité. Alors on peut donner multiples explications, multiples traductions à cette exigence de proportionnalité, mais l'une d'entre elles est très certainement le fait que ce que signifie la liberté ne doit pas être atteint. Parce que sinon on fait de la liberté, si vous voulez, la variable d'ajustement, d'une certaine manière. On considère que toutes les exigences, tous les biens collectifs, que ce soit la sécurité, le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, l'égalité, la solidarité, enfin bien tout ce qu'on voudra, et tous ces biens collectifs sont évidemment d'une très très grande valeur, mais tout cela, d'une certaine façon, passe toujours systématiquement avant les libertés. Les libertés, on peut les mettre de côté pour un temps avec l'idée qu'on les retrouvera intactes. C'est une erreur totale. Et pardonnez-moi, je voulais justement émettre, si je peux me permettre à ce stade, une petite réserve sur la notion de liberté reportable.
À mon sens, les libertés reportables n'existent pas pour deux raisons. D'abord parce que, et c'est la raison fondamentale, parce que qui décide du caractère reportable des libertés? Si c'est l'individu, c'est son choix, mais à ce moment-là, on ne l'appelle pas reportable. Ça fait partie du système d'évaluation à chaque individu. On préfère une chose plutôt qu'une autre, c'est sa liberté qui s'exerce dans cette pondération. Soit c'est l'État qui détermine ce qu'est les libertés qui peuvent être reportées et celles qui ne peuvent pas être reportées, et dans ce cas-là, il n'y a plus de liberté. La liberté, elle n'a qu'une seule limite, c'est de nuire à la liberté des autres ou d'empêcher la vie commune. En dehors de ça, il n'y a pas de justification. Aucune liberté aucune suppression de liberté ne doit servir de variable d'ajustement pour régler les problèmes de sécurité. La défense de la liberté, la sienne, mais aussi celle des autres, est une tâche de tous les instants. Il ne faut pas croire qu'une atteinte à la liberté ne laisse pas de traces. Elle laisse toujours des traces, en termes de perte de confiance. Et puis tout simplement en termes de défaut d'engagement. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous risquons dans quelques années, peut-être en France ou dans quelques dizaines d'années, d'être confrontés à des menaces, à des éventualités d'arriver au pouvoir de gouvernements véritablement autoritaires. Quel recours aurons-nous, nous citoyens, sinon s'engager pour la défense de la liberté? Si nous avons derrière nous un long passé de privation de liberté, d'ajustement de liberté, où on nous aura expliqué année après année, crise après crise, que les libertés, on peut toujours les supprimer, et que parfois il est même nécessaire de les supprimer même pour gérer l'ordinaire, au nom de quoi nous engagerons-nous? Dès que les États libéraux se mettent à imiter les États autoritaires, ils ont perdu d'avance. Ils ne seront jamais à la hauteur des moyens qu'un État autoritaire peut mettre en œuvre pour garantir, enfin pour atteindre ses objectifs. Cela vaut pour les questions épidémiques, cela vaut également pour la lutte contre le terrorisme. Il est erroné de penser qu'on luttera contre le terrorisme en réduisant automatiquement les libertés. Il faut des actions énergiques en matière de terrorisme, de lutte contre le terrorisme, en matière de lutte contre les épidémies. Pour le terrorisme, par exemple, des signalements précoces dans la vie réelle comme en ligne, une surveillance étroite des suspects, je dis des suspects et pas de tout le monde, le développement du renseignement humain, procédures judiciaires rapides. Mais il faut absolument échapper à la tentation de faire de tout individu un suspect, revenant en quelque sorte autant de la terreur du tribunal de salut public. Donnez-moi un innocent et 3 semaines, je vous l'envoie à la guillotine. Et faire en sorte, parce que la suspicion de tous, sous forme d'appel à la vigilance, sous forme même d'appel à la défense civique, sauf situation exceptionnelle, fait que tout le monde soupçonne tout le monde. Et dans un état de soupçon généralisé, il n'y a plus de liberté. Parce que tout un chacun peut être étant surveillé à son insu dans sa vie privée, alors qu'il n'a aucune raison d'être soupçonné. La justice surveille, et à juste titre, par des écoutes et par toutes sortes de procédures, mais elle surveille des suspects, elle ne surveille pas n'importe qui, elle surveille des personnes pour lesquelles elle peut justifier qu'une surveillance est justifiée. Lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, nous entrons dans un tout autre régime, un tout autre régime qui n'a plus rien d'un régime libéral. Alors, d'une certaine manière, je pourrais dire que aujourd'hui, nous vivons inévitablement, étant donné la gravité des menaces qui pèsent sur nos États, nous vivons peut-être de manière irréversible dans une période de concentration de la décision politique qui s'étend à des domaines qui ne sont pas les siens, à mes yeux en tout cas. Mais vous n'ignorez rien de mon engagement libéral. Or, il se trouve qu'un état de liberté est un état qui garantit les normes communes, qui permet à chacun d'évaluer de manière sûre dans l'espace public et de mener ses activités. Un état libéral n'a pas à intervenir sur le mode de vie des individus. Il n'a pas à décider à leur place de ce qu'est un besoin essentiel et non essentiel. C'est aux individus de le définir. Il n'a pas non plus à décider et je suis en accord total avec le développement que vous avez proposé. Il n'a pas à intervenir dans la vie intime des personnes, dans leur vie affective, en particulier dans ce que ces personnes estiment être des obligations absolues dues à leurs proches.
La seule chose qui importe et où l'État doit faire valoir son exigence, c'est garantir des mesures de sécurité. Or, il est bien évident que pour la visite aux personnes très malades et surtout aux personnes sur le point de décéder, éventuellement aux personnes déjà mortes dans les EHPAD au printemps dernier, des mesures de sécurité pouvaient être prises pour assurer les visites. Ça a été une mesure vexatoire, attentatoire, qui a par la liberté des individus à leurs engagements les plus fondamentaux, sur lesquels l'État n'a absolument rien à dire, et qui a été véritablement un mode d'intrusion dans la vie intime dont nous aurons du mal à nous relever. Je trouve ça extrêmement grave, sans même parler du total manque de respect à l'égard des valeurs fondamentales des individus. Donc là, je partage totalement votre conclusion. J'ai été très impressionnée par les éléments de votre démonstration. Mais pour élargir, si vous voulez, la question, parce qu'il y aurait, et pour conclure surtout, parce que j'ai déjà parlé assez longtemps et il y a beaucoup de choses à dire, donc je laisserai de côté les questions de surveillance, en particulier de surveillance, multiples modalités de surveillance des individus qui se développent aujourd'hui, mais qu'il ne faut quand même pas aggraver simplement pour le plaisir de frémir. Hein. Je vois un peu partout chez des personnes qui s'indignent du contrôle social qui s'exerce à présent. Je vois ces personnes présenter la reconnaissance faciale comme déjà en place. À ma connaissance, ce n'est pas le cas, en tout cas pas dans notre État. Il y a bien sûr des dispositifs de reconnaissance faciale, mais qui sont adaptés à des activités et à des espaces très particuliers. Et à ma connaissance, nulle part en France ne sont mises en place des caméras permettant la reconnaissance faciale à ce qu'on appelle à la volée, c'est-à-dire dans l'espace public. Je me trompe peut-être sur ce point, mais c'est une question sur laquelle j'avais travaillé, et tel est le cas. Donc il ne faut pas non plus aggraver la situation au-delà de la réalité. C'est totalement contre-productif. Il faut faire au contraire un bilan extrêmement strict, lucide, aussi près des faits que possible de la réalité, et définir des moyens intellectuels et moraux de lutter contre cette diminution et cette menace constante sur les libertés, qui secondarise les libertés, qui fait des libertés une concession que le pouvoir attribue aux individus, alors que c'est une exigence fondamentale, qui est à la racine même des régimes politiques. Alors je voudrais maintenant élargir un peu le champ et parler de sens de les libertés qui, à mes yeux, sont fondamentaux, mais qu'on oublie parfois. Souvent, quand on parle de liberté, on parle de liberté individuelle, d'atteinte aux droits de la personne, mais il y a d'autres formes de liberté qui sont même souvent le terreau sur lequel véritables libertés personnelles peuvent se développer. Je citerai d'abord la liberté politique, qui garantit le droit de critique des citoyens. C'est un droit légitime. C'est étonnant que des citoyens critiques se trouvent traités de procureurs. Là, il y a véritablement quelque chose qui n'est pas tout à fait assimilé sur ce que signifie la liberté politique. Il faudrait relire Locke, qui a des développements tout à fait conclusifs sur ce point. Alors, il ne s'agit pas évidemment il ne faut pas confondre critique politique et protestation systématique, ça va de soi. Mais le gouvernement, enfin les États gouvernent au nom d'une souveraineté que les citoyens lui ont confiée. Alors évidemment, ça c'est l'idéal. Il va de soi que dans des États comme les nôtres, extrêmement complexes, avec de très nombreux rouages, cette exigence de départ devient souvent une vue de l'esprit. Mais il reste que la participation des citoyens, et souvent la première forme de participation, c'est le copartage de la décision politique, et donc inévitablement la critique est tout de même une chose qui est extrêmement importante. Et quand le citoyen peut donner son avis, eh bien, même si son avis n'est pas suivi, il est inévitablement obligé à l'allégeance. Le respect de la critique des citoyens, c'est le meilleur moyen de légitimer leur obéissance. Les citoyens considéreront leur obéissance légitime s'ils ont le sentiment qu'ils ont d'une certaine façon participé à une décision politique, même si elle n'est pas du tout conforme à ce qu'il aurait souhaité qu'elle fût. Donc la liberté politique est absolument essentielle. C'est non seulement celle des citoyens, mais aussi celle de tous les éléments qui animent la société civile, en particulier les collectivités territoriales et puis les différents acteurs sociaux et économiques. Mais par ailleurs, un autre élément de la liberté sur lequel je voudrais insister, vous l'avez évoqué, il a été évoqué dans l'exposé précédent, qui est très important, c'est le sens de l'avenir. Il n'y a pas de liberté sans capacité ou possibilité concrète de se projeter vers l'avenir. La liberté se développe dans une société de confiance où les attentes
des citoyens, des attentes légitimes par rapport à l'avenir, ont un véritable espace. Il ne peut pas y avoir d'attentes légitimes si elles sont plongées dans l'indécision, l'incertitude la plus totale, et si il y a de fortes chances que ces attentes soient déçues. Or, c'est bien la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, à l'échelle de la société tout entière, puisque nous sommes en quelque sorte arrêtés sur image, hein, dans notre condition d'existence. C'est vraiment tout à fait dommageable, le sentiment qu'on a de sa liberté. Mais par ailleurs, nous sommes en quelque sorte privés d'un rapport à l'avenir, étant donné la gravité de l'incertitude qui pèse sur cet avenir. Alors là, nos États n'y sont pour rien. Hein. On pourrait peut-être donner plus d'éléments pour penser ça et pour aider les citoyens à affronter cette condition inédite, mais il est vrai que c'est une condition inédite, et en particulier pour la jeunesse, qui d'une certaine manière, par définition, est à une époque de la vie où l'avenir, la projection dans l'avenir a énormément de sens. Donc cette difficulté à concevoir des projets, à concevoir des plans, à s'imaginer comme acteur social est quelque chose qui pénalise particulièrement la génération de ceux, la classe d'âge 18-25 ans, enfin de ceux qui se forment et qui se lancent dans la vie. Mais j'ajouterais, et c'est un peu paradoxal, qu'elle pénalise aussi bizarrement les plus, enfin à mon sens, hein, je ne sais pas quelle réaction suscitera cette proposition, mais elle pénalise également les personnes les plus âgées qui, pour celles que je connais autour de moi, en tout cas, ont le sentiment de vivre les dernières années de leur vie, et de les vivre de cette façon-là est quelque chose qui est extrêmement douloureux pour un grand nombre d'entre elles. Je voudrais conclure très, très rapidement sur les conséquences à long terme des privations de liberté. Elles me paraissent colossales. D'abord parce que chaque fois que nous consentons sans discussion à une privation de liberté, et encore une fois j'insiste sur le sans discussion parce que certaines privations sont nécessaires et donc légitimes si elles ont été véritablement justifiées et expliquées, mais nous avons besoin de ce travail d'explication, de ce sentiment d'avoir participé à la décision. Mais tout consentement aux diminutions forfaitaires de la liberté nous rend de moins en moins aptes à pouvoir défendre nos libertés lorsque le moment se présentera de le faire. Elle contribue à affaiblir le sens de ce qu'est le prix de ce qu'il y a à vivre dans des sociétés de liberté, et elle émousse tous les contre-pouvoirs, enfin pas contre-pouvoirs, pas simplement au sens de ce qui est dirigé contre le pouvoir, mais contre-pouvoir au sens où tout ce qui incarne des formes de décentralisation de la décision politique, qui là encore sont absolument nécessaires. Je prends un exemple dramatique aujourd'hui, c'est-à-dire qui est l'exemple des fausses nouvelles. Les fausses nouvelles, c'est pas simplement à l'État de lutter contre les fausses nouvelles, c'est à chacun de nous. Et pour le faire, pour se sentir véritablement engagé dans cette cause, encore faut-il avoir la conviction qu'on est là, que c'est une manière de défendre nos libertés. Et pour garder cette exigence de tous les instants de défendre nos libertés, il faut que la liberté reste une valeur vivante. À force de la restreindre, parce que c'est le plus simple, parce que c'est le plus moyen et le plus rapide, et que ça rassure encore beaucoup de gens, semble-t-il. On leur dit, vous aurez plus de sécurité, mais moins de liberté. Eh bien, peu à peu, nous privons de sens cet engagement fondamental. Merci beaucoup, Monique Cantos-Perber. Je vais passer maintenant la parole à Lila Merabé, qui est vice-présidente de la région Grand Est. Lila, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Veuillez excuser d'abord mon retard, même à distance. Les propos introductifs étaient effectivement extrêmement éclairants, et je crois que est posée la question fondamentale de la crise qui nous concerne. Elle pose la question à la fois de comment nous définissons ces libertés. Moi, je me réfère plutôt, j'allais dire, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui définit à la fois une part de liberté individuelle et une part de liberté
collective. Et nous voyons que ce débat, en fait, focalise sur, finalement, et je ne sais pas s'il doit y avoir de hiérarchie des libertés, mon avis serait plutôt que ça ne serait pas une bonne idée, mais si on regarde dans les libertés, on questionne aujourd'hui notre capacité, notre liberté de circulation. C'est le point effectivement essentiel et toutes les incidences qui sont générées de cela. Alors évidemment, le fait de partager du temps avec ce qui compte pour nous, le fait de pouvoir nous réunir, le fait d'ailleurs de pouvoir manifester, sont des questions, j'allais dire, qui viennent remettre en cause notre acception de la liberté. Et il est vrai que les autres formes de liberté aujourd'hui, que sont la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'expression, si elles ne sont pas remises en cause, on peut aussi considérer que cela reste pour la France une signature tout à fait particulière à l'échelle du monde où ce sont en plus des libertés de circulation, les libertés qui sont aujourd'hui les plus attaquées. Donc, ce qui me paraît être important, c'est déjà de réaliser le fait que cette liberté-là dit quelque chose de particulier dans la manière dont notre société se construit, dans la manière dont l'humanité et notre corpus social, finalement, a besoin de se retrouver, a besoin de se mouvoir pour faire sens. Par ailleurs, je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que la liberté, c'est sans doute l'un des biens et l'une des valeurs les plus précieuses et en même temps les plus fragiles. Pour anecdote, moi j'ai sur le mur d'un de mes réseaux sociaux, en fond, le mot depuis peut-être 15 ans, liberté, parce que je crois fondamentalement, mais fondamentalement, que c'est vraiment à la fois une valeur, à la fois une chance, mais que cette notion de liberté, si elle est précieuse, c'est aussi parce qu'elle est d'une extrême fragilité et qu'il y a dans la liberté des aspérités qui peuvent rapidement mettre en difficulté le concept même de liberté. Alors cette liberté, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective aujourd'hui, s'inscrit non pas dans une suppression, mais dans une restriction. Et il est vrai que l'effort politique de tenter de définir qu'il s'agit bien d'une restriction et pas d'une suppression nécessiterait et appellerait effectivement à la fois un débat citoyen et un débat de concepts, de philosophes, pour essayer d'éclairer les éléments. Moi, ce que je crois, c'est que les tentations et tentatives peut-être que de restreindre peut-être un peu largement les libertés a été, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs au Parlement, sujet d'une âpre négociation, j'allais dire, pour éviter qu'il n'y ait pas de temporalité à cette restriction de liberté, puisque c'était un tout petit peu la tentation. Et moi, je salue le travail de parlementaires et leur veille extrêmement vigilante, parce qu'à travers quelques mots, quelques tournures de phrases, nous pouvons perdre davantage, j'allais dire, dans la liberté telle qu'elle nous est limitée aujourd'hui. Donc cette liberté et le débat qui se pose aujourd'hui sur la liberté, et moi je l'entends, puisque vous m'avez invité en tant que politique, et politique locale, j'allais dire, elle est en mon sens à considérer par rapport à finalement des aspects assez contemporains de notre histoire politique. C'est-à-dire que la liberté, à l'aune d'une crise sanitaire, ne peut pas être interrogée sans le focus de ce qu'a été, par exemple, l'affaire du sang contaminé. Elle ne peut pas être lue et interprétée sans faire référence à ce concept bien français du principe de précaution qui finalement nécessiterait peut-être lui-même d'être questionné. Et il revient de ce fait aux politiques, peut-être malheureusement, de surinvestir la précaution qui est attendue de lui en tant que dirigeant. Et ceci, en mon sens, est une problématique majeure parce que cela pose la question du risque que le politique est prêt à prendre dans sa capacité de décision. Et moi, je crois fondamentalement, et je rejoins l'intervenante précédente, c'est-à-dire que cette souveraineté, d'abord, elle est déterminée dans le temps et elle est conférée dans un cadre précis, celui d'un scrutin électoral. Et pour autant, nous avons aujourd'hui une aspiration à exprimer les formes démocratiques et le dialogue et cette souveraineté, sans doute de manière plus moderne et sans doute de manière plus partagée. Pour autant, nous savons d'ores et déjà que les ministres de la Santé qui ont été en responsabilité depuis le début de cette crise sont d'ores et déjà invités devant les tribunes. Et il est quand même extrêmement surprenant d'envisager que notre pays, qui
essaie de faire face à cette pandémie et à garder le sens social qui est le sien, doit en même temps limiter l'énergie et la concentration de celles et ceux qui sont en première ligne de la responsabilité, parce qu'ils doivent d'ores et déjà préparer leur ligne de défense au moment même où nous sommes dans la crise. Et ceci, en mon sens, pose une certaine question, parce qu'au final, ce que nous souhaitons, ce sont peut-être de trouver une équation, une réponse d'équation à des injonctions paradoxales. L'injonction paradoxale, finalement, que de devoir permettre le plus possible que nos libertés et que le socle de notre République soit conservé et défendu, mais qu'en même temps, nous souhaitions pleinement être assurés que toutes les précautions aient été prises. Sauf que, à exercice inédit, et je ne dis pas qu'il nous faut une restriction inédite des libertés et que ceci doit remettre en cause. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que notre socle républicain, sincèrement. Sauf que, à cette crise inédite, nous attendons du politique qu'il puisse prendre des responsabilités et des décisions que seul le cours de l'histoire et un peu de recul nous permettrait d'évaluer comme étant juste et équilibré. Ça pose de véritables questions et je crois que ce principe de précaution, dont je ne sais pas s'il faut le remettre en cause ou pas, ça ne relève pas, j'allais dire, d'un débat qui durerait 1 heure, ça nécessite sans doute, j'allais dire, des investigations et un appel à la philosophie, à la sociologie et au droit, mais ce principe de précaution qui vient percuter des approches d'immédiateté dans les réponses à nos concitoyens, nous amène malheureusement peut-être à voir se détériorer effectivement les pratiques de la modularité de ce que doivent être, de ce que devraient être effectivement nos libertés. Et je rejoins ce que disait Madame à travers sa contribution philosophique, c'est que il n'y aurait rien de plus dangereux que de considérer que finalement nous puissions avoir des libertés ajustables en fonction des circonstances. Parce que nous n'avons pas encore dit qui devait et à qui la souveraineté conférait le droit de savoir quelle catégorie de liberté pouvait être impactée ou non en fonction des circonstances. Donc ceci, effectivement, appelle un débat que je crois il sera nécessaire d'ouvrir peut-être dans les temps à venir, puisque nous ne savons pas quelles autres pandémies nous attendent, quelles grandes crises climatiques ou démocratiques d'ailleurs nous attendent, mais il apparaît tout à fait certain que notre pratique démocratique aujourd'hui nécessite un regard nouveau, un questionnement partagé de ce que peuvent être ou pas les questionnements et les aménagements de nos libertés. Pour autant, il est quand même attendu du politique, et je me réfère une nouvelle fois à ce qui était indiqué dans la Déclaration et la Convention des droits de l'homme, et cet article 4 qui nous dit bien que nous sommes effectivement libres de toute chose et de tout acte qui ne nuit pas à autrui. Et c'est donc la loi qui délimite ces bornes. Ce que nous savons, et moi je ne suis nullement une praticienne du soin, de la philosophie ou du droit, mais nous savons aujourd'hui que la circulation des uns et des autres et que le contact intensif des uns avec les autres limite effectivement peut-être cet article, et nous savons que ceci peut éventuellement nuire dans un cadre sanitaire très précis. Et cette question-là, et je vous rejoins, aurait pu nécessiter pour accompagner la décision et peut-être l'acceptation de nos concitoyens, en parallèle un débat démocratique. Et je vous rejoins, pas un débat avec 100 personnes en vase clos, mais un débat sur la place publique. Et moi, je salue le Forum européen de bioéthique de poser cela, parce que finalement, ces temps de crise, peut-être, nous permettent de mieux interroger nos valeurs, de questionner différemment ce qui nous lie, ce qui nous oppose, ce qui nous paraît être le plus déterminant, le plus précieux et finalement peut-être le plus intrinsèque à notre civilisation et notre culture. Parce que je vous le rappelle, nous avons quelques États dans le monde où finalement les incidences de cette crise sont différentes et qui sont pour partie les États dans lesquels les libertés aujourd'hui sont les plus mises à mal, sans doute pour des raisons différentes. Parfois, si on prend le cas de la Chine, parce que régime plutôt autoritaire, mais dans d'autres cas, si on regarde Israël, parce que peut-être leurs libertés sont historiquement d'un exercice complexe, de parce qu'il s'agit d'un terrain
malheureusement, dans lesquels les conflits sont suffisamment ou malheureusement trop réguliers et qui limitent les libertés des individus, ce que l'on regrette bien évidemment. Et donc on regarde cela et on peut considérer aussi que nos cultures, civilisations, le moment de l'histoire et le lieu d'où l'on parle donnent à la lecture de la liberté une profondeur et un relief sans doute un tout petit peu différent. Je conclurai simplement en disant que la notion de liberté doit se construire en mon sens ou se réfléchir en mon sens, non pas dans sa remise en cause, parce que je crois qu'il ne peut y avoir de circonstances qui puissent limiter la liberté telle que la France et l'histoire de France et notre civilisation l'ont construite. Je crois que ce qui nous manque fondamentalement, c'est le débat autour de la manière dont nous pouvons faire nation et faire acceptation commune de ce qu'une périodicité particulière doit nous amener à des agissements différents et non pas à la limitation d'un cadre de liberté qui, je le rappelle, en mon sens, est une des valeurs les plus fondamentales et les plus précieuses de ce que nous sommes. Et rappelons-nous par ailleurs que la notion de liberté à la française est à la fois extrêmement attaquée. Nous avons toutes et tous été extrêmement meurtris par les actes de terrorisme qui viennent confronter notre façon de vivre et notre liberté, et que nous sommes par ailleurs dans le monde aussi regardés comme, je ne dirais pas comme un modèle, parce que c'est toujours un peu délicat que d'exprimer cela, mais comme une référence de ce que la vie, pour les hommes et pour les femmes dans leurs différences, peut néanmoins permettre l'accès de liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup Lila Merabé. Je vais maintenant passer la parole au professeur Waxman, professeur émérite de droit public. Merci beaucoup. Je vais commencer, si vous le permettez, par une citation qui est d'un philosophe, Vincent Descombes, qui écrivait dans Critique en 1977, il y a très longtemps donc, ceci. « Toute la question est de savoir si l'état de paix dans un état des temps modernes est bien tel, et si les citoyens ne sont pas plutôt en situation de permission prolongée, tandis que les mécanismes de la mobilisation restent en parfait état de marche, fonctionnant provisoirement à des fins inoffensives et récréatives. Avec l'épidémie de Covid et les mesures qu'elle a suscitées, pas seulement en France, mais intéressons-nous au cas français, les choses sont claires, la permission a pris fin et la récré, n'en parlons pas. Cela a été très clairement, dès le début, signifié par le président de la République, avec ces paroles significatives, répétées, « Nous sommes en guerre ». Ce terme parfaitement inadéquat face à une épidémie, on ne fait pas la guerre à une épidémie, sinon avec une métaphore un peu hasardeuse quand même, est éloquent parce que ce qu'il y a de commun, je trouve, avec la guerre, c'est peut-être, dans un premier temps, et je ne critique personne en disant ça, c'est au fond l'état de panique qui s'empare des dirigeants du monde entier, et donc aussi la France, lorsque survient cette épidémie qu'on essaye, lorsqu'elle se situe encore en Chine, de traiter avec un mépris un peu qui sent son colonialisme retrouvé, c'est-à-dire, bon, pauvres Chinois, mais nous, c'est pas pareil. Et puis, pas de chance, ça se transporte, ce qui était à prévoir tout de même, et ça nous concerne. Ça concerne d'abord l'Italie, et puis, assez rapidement, la France aussi. On tient un premier tour des élections municipales alors qu'on sait déjà que ça n'est peut-être pas très prudent. On n'a pas beaucoup de masques, on n'a pas beaucoup de gel, etc. Mais enfin, on tient ce premier tour des élections municipales et puis après on ferme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on pratique ce qui est resté, et malheureusement ça n'est peut-être pas forcément au passé, connu comme le confinement. On confine, c'est-à-dire on interdit de circuler, on interdit d'aller et venir, on interdit de sortir de chez soi, sauf certains motifs, avec cases à cocher sur un petit formulaire auto-imprimable ou qu'on trouve dans son journal régional préféré. Ce qui est caractéristique dans cette histoire, c'est qu'au fond, on improvise. Et ce qui me paraît très significatif, malheureusement, et pas du tout inédit du coup, c'est le fait que quand on improvise
en passant les libertés par pertes et profits. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de variables d'ajustement, c'est malheureusement exactement de ça qu'il s'agit. Dès qu'on a peur, et surtout quand on a très peur, ce qui était justifié en l'espèce, notamment face à l'inconnu. Je rappelle que ce que nous savons aujourd'hui du Covid, de son mode de transmission, etc., nous ne le savions pas le 16 mars 2020. Et donc, la sagesse rétrospective, c'est aussi quelque chose, sans doute, dont il faut quand même se méfier. On apprend, et on l'a vu déjà à propos du sida il y a 30 ans, il y a des choses qu'on sait après coup, mais qu'on ne sait pas sur le moment lorsqu'il s'agit de décider. Mais on décide en traitant au fond les libertés comme quelque chose qu'on est, je dirais, en France, résigné à ne pas tenir en réalité pour très important. Vous avez dit c'est un bien précieux, c'est un bien fragile, précieux parce que fragile, etc. Bon, très bien. En France, on est effectivement habitué à invoquer perpétuellement la liberté qu'on est censé avoir inventée en 1789. On passe sur le fait que dès les années suivantes, c'était l'éclipse totale des dites libertés. Ça s'appelle la terreur, c'est-à-dire exactement le contraire de la protection des libertés. On croit être un État libéral et on se gargarise à longueur de journée de la France, mère des libertés. Je me souviens de 1989, quand on célébrait le bicentenaire et qu'il y avait cette querelle stupide avec Madame Thatcher, Premier ministre de l'époque, où on lui disait « Ouais, vous n'avez pas vraiment inventé, vous les Anglais, la liberté. C'est nous, parce qu'on l'a dit dans un très beau texte, qui est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. » Le problème en France, c'est qu'on met ça dans les textes, la liberté. Claudel disait pour la tolérance, il y a des maisons pour ça. En France, la liberté, il y a des textes pour ça. Ils sont enfermés dans les textes, très bien. On se désintéresse assez rapidement du sort concret des libertés. Or, que se passe-t-il à ce sujet? Depuis maintenant au moins une trentaine d'années, à chaque fois qu'on légifère sur les libertés publiques, c'est pour multiplier les restrictions. C'est pour créer de nouvelles procédures. C'est pour admettre, vous avez parlé de la loi sur le renseignement, qui est plutôt, à mon avis, une des meilleures lois à cet égard. Parce qu'au moins, les auteurs de cette loi, qui étaient dans un dialogue en réalité presque solipsique, qui était d'une part le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et d'autre part le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, on a élaboré un texte qui multiplie autant qu'il est possible dans ces domaines scabreux des procédures et des précautions. Mais en dehors de cela, prenez le statut des étrangers, prenez la liberté individuelle, la garde à vue, etc. Prenez la liberté d'expression, on multiplie les petits textes, les amendements éventuellement adoptés avec la complicité plus ou moins bienveillante du gouvernement, mais ça passe quand même, des amendements qui à chaque fois permettent une nouvelle restriction à l'exercice des libertés publiques. Et puis, ça a été rappelé à juste titre également tout à l'heure, il y a l'état d'urgence. Alors l'état d'urgence, il est justement très significatif. Il est institué, vous l'avez rappelé, en 1955, dans un autre mouvement de panique qui était lié à l'Algérie. Il commence à y avoir des mouvements indépendantistes, on ne sait pas très bien quoi faire. On ne peut pas avoir recours à l'état de siège, vieille législation républicaine, parce que ce serait reconnaître que l'Algérie, ça n'est pas la France. Donc ça ne va pas. Et on va improviser, mais alors totalement. Mes amis Olivier Beau et Cécile Guérin-Bargue ont retracé dans un petit livre la genèse de la législation de l'état d'urgence. C'est du bricolage complet. On mélange ce qui est un régime juridique voué à perdurer et des mesures immédiates que l'on met en place pour essayer de faire face à la situation. Ça ne va pas vraiment marcher puisque la Ve République devra venir pour mettre un peu d'ordre, disons, là-dedans, à tous les sens du terme. Et donc, on bricole, c'est du bricolage, c'est l'expression utilisée par Olivier Beau et Cécile Guérin-Bargue. C'est un bricolage législatif qui est très mal fichu, qui est adapté d'ailleurs aussi sous la Ve République, dans la mesure où on transfère au président de la République, en Conseil des ministres,
un pouvoir de déclencher l'état d'urgence qui était à l'origine dévolu au Parlement. Donc on a déjà ce dessaisissement du Parlement qu'on constate, ça a été rappelé, j'y reviendrai pas, à l'occasion de la présente crise. Donc on bricole, on panique, et les libertés, c'est même pas la 5e roue du carrosse, c'est quelque chose dont on se contrefiche. Les libertés sont sacrifiées à la sauvegarde de l'ordre public. Qu'est-ce qu'on voit lors de la crise des banlieues, sous la présidence de Jacques Chirac? On redécouvre, on l'avait fait déjà en Nouvelle-Calédonie, mais c'était resté au moins localisé. Lors de la crise des banlieues en 2005 ou 2006, on redécouvre cette législation, on la met en application et on la laisse évidemment, comme toujours en France, en vigueur, alors même que les conditions qui sont posées dans nos beaux textes auxquels nous tenons tant pour le déclenchement de cette procédure d'exception, ces conditions sont depuis longtemps absentes. Bon. Ensuite, 2015, l'horreur de l'attentat du Bataclan, qu'est-ce qu'on fait? État d'urgence, le soir même. Et bien entendu, cet état provisoire, là aussi vous l'avez rappelé à juste titre, cet état provisoire, il va durer 2 ans et demi. Encore faut-il préciser qu'on ne met fin à l'état d'urgence en 2017, donc sous la présidence de M. Macron, qu'après avoir transféré un certain nombre de ces dispositifs les plus autoritaires dans la législation dite ordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, la législation ordinaire reflète l'état d'urgence, disons, atténué, comme on peut essayer de récupérer des restes à des fins désormais quotidiennes et plus du tout confinées à la situation d'urgence. Crise du Covid, panique que j'ai rappelée et qui était parfaitement, encore une fois, légitime et inévitable. À peu près tous les gouvernements y étaient confrontés. Étant rappelé d'ailleurs que la France présentait quand même une défragilité particulière due au fait que le stock de masques qui avait été constitué, on l'avait laissé devenir un peu inutilisable pour cause d'ancienneté et on n'avait pas songé à le renouveler. Alors, quel ministre savait quoi, etc. Ce n'est évidemment pas notre question, mais c'est une question qui se pose légitimement. Elle a été devant la commission d'enquête, les commissions d'enquête parlementaires, et peut-être se retrouvera-t-elle un jour devant la Cour de justice, ce qui n'est peut-être pas souhaitable, mais qui est quand même assez compréhensible dans l'ambiance actuelle, me semble-t-il. Donc on a plus de masques, le gel, on ne sait pas trop ce que c'est, on met assez tardivement à la disposition notamment des personnels qui sont en contact avec des personnes potentiellement porteuses du virus. Alors, et puis il y a le sous-développement notoire, dénoncé en vain depuis des années par tous les professeurs de médecine, à savoir qu'il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez d'équipements d'urgence. Donc le système de soins est fragilisé. Donc évidemment les dirigeants se disent, c'est parfaitement normal, sauf qu'ils sont eux-mêmes partiellement et totalement dans la continuité des équipes qui succèdent au gouvernement, ils sont quand même responsables de cette fragilité particulière en France à une crise de ce type. Alors, l'Allemagne a traversé la première crise d'une manière beaucoup plus apaisée parce que, justement, elle avait cet équipement. Bien évidemment, ça n'est pas une garantie absolue et on voit qu'actuellement, la situation est beaucoup moins aisée en Allemagne. Il n'empêche qu'il y a un décrochage. On en parlait toujours à l'époque où il y avait un franc et un mark. Il y avait toujours un décrochage du franc par rapport au mark. Il y en a malheureusement aussi en termes d'équipements sanitaires et de possibilités donc de réagir à une crise certes exceptionnelle, mais tout de même pas d'une ampleur totalement imprévisible. On panique et on panique relativement tard, c'est-à-dire qu'on laisse très longtemps s'installer la croyance que finalement, bon, c'est bon pour l'Italie, mais que nous, ça va évidemment s'arrêter aux Alpes, comme le nuage de Tchernobyl était censé s'être arrêté au niveau pile du Rhin. Et puis ça ne marche pas, et là, panique. Panique qui se traduit dans les textes juridiques
Je m'excuse d'être un peu descriptif, mais en même temps, ça me paraît intéressant. Première manifestation normative de la réaction des pouvoirs publics, arrêté du ministre de la Santé du 14 mars 2020. Alors l'intitulé est beau, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, à savoir interdiction d'accueillir le public à un certain nombre de lieux, salles de spectacle, musées, etc. Interdiction des rassemblements, on croit rêver aujourd'hui en voyant ce chiffre, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Donc on reste paniqué, mais ici relativement modéré, je dirais. Ensuite, 2 jours plus tard, décret. Donc c'est le Premier ministre, cette fois-ci, qui intervient, avec contre-sainte des membres du gouvernement intéressés. Décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Les déplacements, vous le savez, sont interdits, sauf à répondre à l'un des cas énumérés par le texte. Dès le lendemain, on s'est aperçu qu'on avait oublié quelque chose d'absolument essentiel, non pas peut-être pour la santé publique, mais pour l'acceptabilité sociale de ces mesures. On avait oublié de préciser qu'on pouvait continuer de se fournir en tabac. Dès le décret du 17 mars, on est rassuré. Mais le 17 mars aussi, on met en place, toujours par décret, donc acte du Premier ministre, un dispositif de répression des infractions à la réglementation qu'on vient d'édicter. Donc immédiatement, c'est pénalement sanctionné, avec certes la possibilité du coup donnée légalement aux forces de l'ordre d'intervenir en cas de transgression, mais quand même aussi, c'est la preuve qu'on réprime tout de suite par réflexe. Et on a même d'ailleurs ensuite des bilans que le ministre de l'Intérieur trace de la chasse aux contrevenants, et il se glorifie quand même, pour ainsi dire, c'était le précédent ministre de l'Intérieur, d'avoir un certain nombre de milliers de contraventions pour non-respect des obligations de confinement. Ensuite, on pense au législateur. Alors le législateur, il était resté complètement, je dirais, gelés sur place. Bon, il est vrai qu'il y avait pas mal de parlementaires qui, du fait qu'ils sont en contact avec le public, ça montre qu'ils font bien leur travail, évidemment, étaient eux-mêmes atteints du virus, donc n'étaient pas disponibles. Et puis les autres, ceux qui n'étaient pas atteints, ils se disaient je n'aimerais pas être atteint. Toujours est-il que l'institution parlementaire ne fonctionne pas. Il n'y a même pas de dispositif d'alternative qui existe, c'est-à-dire cette chose qui s'appelle le télétravail et qu'on impose immédiatement aux Français. Bizarrement, ça n'existe pas pour les députés et les sénateurs. Quand le législateur intervient pour la première fois, c'est par la loi du 23 mars 2020. Donc on n'est pas beaucoup de temps après le début, mais quand même un peu en décalage par rapport à ce début. Loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il n'est plus utile de préciser dans l'intitulé du texte que c'est un virus. Malheureusement, tout le monde le sait, sauf les amateurs et propagateurs de fake news qui persistent à penser que c'est autre chose qu'on nous cache, bien évidemment. Cette loi du 23 mars 2020, elle instaure un état d'urgence sanitaire. Donc, on a un nouveau régime d'exception à notre passif. Ce nouveau régime d'exception, il peut être créé ad libitum. Le Conseil constitutionnel l'a dit en 1985 à propos de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Le législateur peut toujours, parce qu'il est compétent en matière de liberté publique, créer un nouveau régime d'exception. On a l'article 16, si funeste, dans la Constitution, dont tout le monde démontre le danger, dont tout le monde démontre l'inutilité en cas de vraie catastrophe, mais que personne ne remet en cause. François Mitterrand le fait pratiquement in articulo mortis en 1988, sachant bien que la réforme, de toute manière, en 1993, pardon, en sachant pertinemment que la réforme ne passera pas, donc il peut se dédouaner vis-à-vis de la postérité. Il aura essayé, sauf qu'il savait qu'il n'avait aucune chance de succès, de se débarrasser de l'article 16. Donc il y a l'article 16, il y a l'état de siège, visé, lui, par la Constitution. Il y a l'état d'urgence, tout court, c'est-à-dire, disons, sécuritaire, dont le Conseil constitutionnel, en 1985, dit oui, il reste en vigueur
alors même que la Constitution n'en dit pas un mot et qu'on aurait pu interpréter, si on avait été vraiment libéral, ce silence de la Constitution comme signifiant la caducité de ce régime. Non, on le garde. Aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qu'on fait dans la panique? On crée un nouveau régime d'exception, l'état d'urgence sanitaire, en reproduisant trait pour trait les erreurs de 1955, à savoir, on mélange le cadre général d'un régime d'exception qui va perdurer, qui est inscrit maintenant dans le Code de la santé publique, jusqu'à ce qu'on l'abroge, c'est-à-dire jamais, et des mesures de circonstance adaptées à la gravité de cette pandémie-là et aux caractéristiques de ce virus-là, c'est à savoir qu'il a cette faculté, hélas, de se transmettre extrêmement facilement, ce qui impose effectivement un certain nombre de mesures et pas seulement des gestes barrières comme les pouvoirs publics les appellent immédiatement. Ensuite, cet état d'urgence, comme il était arrivé à propos de l'état d'urgence sécuritaire après le Bataclan, il est régulièrement reconduit. À chaque fois qu'on s'apprête à l'abroger, il y a un nouvel événement qui empêche d'y mettre fin. Par exemple, l'horrible tuerie de Nice, le 14 juillet, réaction immédiate, hop, on proroge pour une durée supplémentaire l'état d'urgence. Autrement dit, on n'en sort pas. Et j'ajoute pour l'état d'urgence sanitaire, non seulement on n'en sort pas parce qu'il est régulièrement renouvelé, mais même lorsque on ne le renouvelle pas, lorsqu'on songe plutôt à ne pas le renouveler, on le double de mesures qui en pérennisent, dans l'état dit normal, les dispositifs. C'est la loi du 9 juillet 2020, on était plein d'espoir à ce moment-là, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Autrement dit, la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ce n'est pas le retour à la normale, c'est un régime intermédiaire qui emprunte à l'état d'urgence sanitaire la plupart de ses traits. Autrement dit, pour être plus franc, on n'en sort pas. Alors, cette histoire révèle quoi? Elle révèle d'abord, ça a été rappelé, je n'y reviens pas, le fait que les libertés publiques, c'est bon pour les discours, c'est bon pour les textes, mais en pratique, on n'est pas tout à fait décidé à partir du point de vue des libertés pour envisager les restrictions que la pandémie en l'espèce commande. Et encore une fois, c'est notre fonctionnement désormais habituel. Non seulement en période de lutte contre le terrorisme par l'état d'urgence, mais en période de lutte contre le terrorisme, la délinquance organisée, le trafic du stupéfiant, tout ce que vous voudrez, dans les termes les plus ordinaires. La liberté, on est habitué à céder dessus. Alors, on défère en général la loi en question au Conseil constitutionnel. Celui-ci gomme un certain nombre de choses, d'aspérités, disons, particulièrement sensibles, mais, sauf exception, il ne remet jamais en cause le dispositif lui-même et l'inspiration même dont la loi procède. Et puis, il y a une furie réglementaire française. Là encore, elle ne date pas de la crise, mais elle a trouvé, avec la crise, une magnifique occasion de se déployer. Arrêté du ministre de la Santé, décret du Premier ministre, loi organique, je passe, c'est du détail, loi tout court, à quoi il faut ajouter le fait que les textes donnent compétence au préfet, c'est-à-dire à des autorités d'État. Surtout, ne pas se souvenir, là non plus, que la France est un État décentralisé. Il n'est pas question de conférer ni en réalité aux régions. On n'en parle même pas des régions en réalité. C'est l'administration d'État, à savoir le préfet, les agences régionales de santé, etc., qui ont la main. Les régions ne comptent pas, les départements ne comptent pas. On rappelle qu'il existe des pouvoirs de police générale du maire qui peuvent continuer de s'exercer, mais attention, conformément à la vieille théorie française du concours des polices, pas dans n'importe quel sens. Autrement dit, le maire peut aggraver les restrictions aux libertés par rapport à ce qui a été décidé par l'État. Il ne peut en aucun cas libéraliser le régime applicable dans sa commune. On l'a vu lorsque certains maires, celui de Colmar en particulier,
pour marquer le coup, lors du deuxième confinement, ont élargi, par rapport à ce que prévoyait le décret, la liste des commerces pouvant être ouverts dans leur commune. Immédiatement, recours du préfet, annulation par le tribunal administratif, problème réglé. Mais le Conseil d'État lui-même a été aussi, conformément à sa ligne jurisprudentielle habituelle, là encore, extrêmement réticent par rapport aux mesures municipales qui aggravaient la gravité des mesures gouvernementales, y compris en raison de circonstances locales. Maire d'une commune de la banlieue parisienne qui interdit la circulation dans une rue étroite de sa commune pendant les heures de commerce, plutôt qui restreint la circulation, qui impose le port du masque. À l'époque où le masque, on ne connaissait pas encore, on n'avait pas constitué de stock quelconque, donc ça n'existait pas. Le maire dit « la rue est étroite, elle est commerçante, donc on va porter obligatoirement un masque dans cette rue ». Le Conseil d'État lui tape sur les doigts quelques jours plus tard en disant non, non, il n'y a pas de circonstances locales qui permettent de prendre légalement cette mesure. Autrement dit, on écarte toute collectivité décentralisée du jeu. Il est trop sérieux pour être joué par d'autres autorités que celles de l'État. L'État seul a la science et le Conseil d'État, donc, y tient la main. Deuxième question qu'on peut poser, est-ce que c'est un vrai état d'exception? Alors, j'ai rappelé que les réflexes qui étaient à l'œuvre à cette occasion sont exactement les mêmes que ceux qui sévissent depuis une trentaine d'années dans une indifférence assez générale, à savoir que, au nom de la sauvegarde de l'ordre public, de cet aspect de la sauvegarde de l'ordre public qui est la santé publique, ça fait tout de suite peur, et chacun se dit « et si j'étais contaminé moi-même ?» Donc ça donne du poids à cet aspect-là de l'ordre public. Au nom de l'ordre public, on permet des restrictions supplémentaires par rapport à ce que prévoient les textes législatifs, conventionnels, constitutionnels, en matière de restriction des libertés consacrées. Je remarque que la première mesure prise en temps de Covid, je l'ai dit, c'était un arrêté du ministre de la Santé. C'est ensuite un décret du Premier ministre, ce qui prouve, là encore, que, et les arrêts du Conseil d'État survenus ensuite l'ont confirmé, en réalité, on peut parfaitement utiliser la théorie habituelle de la police administrative en France pour restreindre les libertés au nom de la lutte contre un événement menaçant l'ordre public, en l'espèce menaçant la santé publique. En réalité, si on a pris une loi et si on a même pris la précaution inutile de prendre un régime d'exception spéciale, c'était plutôt un surcroît de précaution, ceinture et bretelles, pour éviter les recours juridictionnels, qu'une véritable innovation. La preuve, c'est que les premières mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics, avant même que la loi ne soit intervenue, ont été considérées comme légales par le Conseil d'État, malgré l'ampleur des restrictions aux libertés qu'elles apportaient, au nom de la théorie habituelle de la police, éventuellement avec une pincée de circonstances exceptionnelles. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails qui sont techniques, pour bien asseoir, encore une fois, la légitimité de cette mesure-là. La question a été soulevée tout à l'heure, je veux quand même y revenir parce qu'elle est fondamentale. On prend ces mesures au nom du lien social, au nom de la préservation des libertés d'autrui, à savoir la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, donc je n'ai pas à user de ma liberté pour contaminer autrui ou pour risquer, et là c'est la pente savonneuse, de contaminer autrui. Donc ces restrictions sont légitimes dans cette analyse. Au nom de la raison sanitaire, qui est une vraie raison, mais qui ne devrait pas, ça a été rappelé, couper la parole, c'est-à-dire éviter que l'on pose des vraies questions, qui sont, en l'espèce, est-ce que la préservation de la vie autorise tout? Est-ce que ne pas se soucier de la qualité de la vie, de la question de savoir ce que les individus peuvent légitimement vouloir faire de leur vie, est-ce que c'est une question qui est passée par pertes et profits, actuellement oui ou pas? On proclame la liberté fondamentale de l'accès à la culture, du droit
aussi à la création artistique, etc., etc. Mais on dit, attention, le virus est très dangereux, donc on peut continuer de fermer salles de spectacle, salles d'exposition, musées, théâtre, etc., cinéma, au nom de la lutte. Jusqu'à où sommes-nous prêts, effectivement, à accepter que l'on appauvrisse ainsi nos vies? Alors, je ne sais pas si c'est reportable ou pas reportable. Non, c'est jamais reportable dans une vie humaine, je dirais, parce qu'on ne sait pas où on sera dans la seconde précédente. On peut être frappé immédiatement de mort, et dans ce cas-là, on ne reporte rien du tout, parce qu'on n'est plus là. Donc, cette question-là... On a un petit problème de timing, excusez-moi de vous couper. Si on peut conclure comme ça, on pourra un petit peu débattre encore ensuite. Absolument. Voilà, donc... ce centralisme français, cette frivolité, je dirais, par rapport à la question des libertés, la crise l'a révélé. Est-ce qu'elle l'a créé? Évidemment pas. Nous avons un devoir, je crois, tous et toutes, de reprendre possession de nos vies individuelles et collectives politiques, à savoir de mener une vraie réflexion collective ensemble sur la question de savoir ce que signifie vivre, tout simplement. Est-ce que c'est effectivement à l'État de décider, au nom d'une excellente cause, certes, mais de décider durablement de ce qu'il adviendra de nos droits et libertés? Merci. Merci. Et maintenant, place aux questions et aux débats avec les internautes. Alors, il y a plusieurs questions et c'est un petit peu difficile de les synthétiser, mais il y a une question qui revient et qui est celle-ci. Est-ce que la démocratie, notre démocratie, ne se serait pas prise un peu à son propre piège en inculpant les politiques alors même qu'ils sont à l'œuvre ? Et en faisant visiter leur appartement et leur bureau pour voir si par hasard ils ne cacheraient pas des choses. Et cette place du médico-légal, je la ressens bien en tant que médecin, parce que quand un médecin se protège lui-même, il ne protège plus son patient. Il se protège lui-même. Et il va faire des actes qui ne seront pas dans l'intérêt de son patient. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'un politique qui se protège lui-même va toujours faire des actes dans l'intérêt de son peuple? Et est-ce que ce n'est pas opposé par le sommet, se protéger soi-même ou protéger son peuple ou son patient? Une question pour Lila Merabé, me semble-t-il. Comment répondre à cela? Ce qui est certain, c'est que nous ressentons parmi les politiques, en tout cas, une action par l'air de la défiance. Sans doute que celle-ci ne s'est pas auto-inscrite. Ce sont sans doute des décennies et bien plus qui ont mis la distance entre le politique et les concitoyens. Je rappelle simplement que le politique n'est rien d'autre qu'un citoyen qui, à un moment donné, prend une charge. Mais cette défiance, effectivement, elle est importante et ce que cela m'inspire et l'inquiétude que cela m'inspire, c'est qu'au final, est-ce que cette surenchère de défiance, finalement, et cette distanciation et cette judiciarisation, finalement, de l'exercice politique permanent ne va pas mettre à distance le citoyen qui, demain, souhaiterait exercer une charge de responsabilité publique pour laisser, au final, un profil de futur politique qui, peut-être, serait moins respectueux de la démocratie. Moi, je considère que la manière dont, et cela ne signifie pas qu'il faut dédouaner le politique de toute responsabilité, au contraire, mais je crois que chaque instant doit avoir sa vérité. Mais ceci, en mon sens, met à distance un certain nombre de concitoyens, de profils, de potentiels, de valeureux, j'allais dire, citoyens, à distance de ce que pourrait être une charge. Et je crains que ne reste sur la place de l'engagement politique des motivations qui ne soient pas les plus nobles pour notre démocratie.
Monique Cantos-Perber, avez-vous une réaction par rapport à cela? Et j'ajouterais par rapport à votre exposé, vous avez dit que la restriction de la liberté doit être assortie d'une efficacité, et vous avez dit avérée. Or, on est véritablement dans une situation inédite sur le plan de la pandémie, et qui peut être sûr de l'efficacité avérée de sa restriction de liberté quand on aura les résultats 15 jours plus tard? Alors, je réponds sur le deuxième point. Une mesure de restriction de liberté ne peut être prise que si l'efficacité de cette mesure est largement documentée, si vous voulez. Là, je ne parlais pas tant de la crise épidémique, parce qu'il va de soi que quand un virus se transmet et qu'on lutte contre un phénomène de contagion qui est extrêmement difficile à contrôler, la solution maximale, c'est d'empêcher les gens de se rencontrer, de les enfermer chez eux. Il est sûr que ce sera efficace, mais en revanche, je mettais en avant cette exigence d'efficacité, surtout par rapport à la loi renseignement, parce qu'elle a peut-être été concertée, et d'une certaine façon, c'est la plus admissible des lois qui ont été mises en place depuis quelques années, mais il reste que son efficacité, si on peut se fier aux enseignements qu'on pouvait avoir des pays étrangers qui ont mis en place ce genre de mesures, n'était pas, alors à mon sens, du tout avérée. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, si vous voulez, ça ne sert à rien de restreindre les libertés quand on ne sait pas si ça va être utile. Il faut avoir de fortes raisons de penser que c'est efficace. Alors évidemment, dans le cas de l'épidémie, c'est efficace, mais à ce moment-là, il faut faire intervenir une autre exigence qui est celle de la proportionnalité. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures moins privatives de liberté qui seraient tout aussi efficaces? Donc c'est un mix entre les deux. Je reviens sur le point précédent. Moi aussi, j'ai été évidemment choquée, comme beaucoup de personnes, devant le fait que des perquisitions aient eu lieu chez des ministres qui sont en exercice. Enfin, tous ne l'étaient pas encore. Certains avaient été partis ou avaient démissionné. Ça, c'est en effet, c'est un brouillage entre le temps absolument légitime de ce que les anciens appelaient, dans la démocratie grecque, on appelait la reddition des comptes, le ligon didonai, et puis le temps de l'action politique. Maintenant, permettez-moi tout de même d'ajouter, de préciser 2 points. D'une part, ces enquêtes ne sont pas des enquêtes d'un ensemble de citoyens ou de l'ensemble des citoyens se transformant en tribunal des gouvernants. Ce sont des enquêtes qui répondent à des plaintes. Nous avons un système juridique quand une plainte est déposée, et une série de plaintes ont été déposées, elles ont été filtrées par toutes sortes d'instances. Un certain nombre ont été retenues comme tout à fait légitimes, émanant de personnes qui avaient en effet légitimité à déposer plainte. Donc ensuite, l'enquête suit son cours d'une certaine manière, et comme ça vient d'être rappelé, certes, les gouvernants sont des citoyens comme les autres qui, pour un temps, exercent des responsabilités, mais ils ont tout de même un pouvoir sur un certain nombre de biens qui sont tout à fait essentiels à ceux sur lesquels ils exercent ce pouvoir, qui les obligent inévitablement à rendre des comptes. Donc ils ne sont pas en dehors des procédures judiciaires. Il y a une procédure particulière pour les ministres en exercice, qui est la Cour de justice de la République, mais là on a affaire à un fonctionnement tout à fait ordinaire de la justice. D'une part, et d'autre part, si vous voulez, les actions pour un gouvernant ne peuvent pas ne pas être jugées indépendamment de ses propos. Nous avons eu affaire, au début de cette crise, à partir du mois de mars, à un ensemble de déclarations dont certains ont pu considérer qu'elles induisaient en erreur la population. Quand on nous a dit à maintes reprises, les masques, ça ne sert à rien, qu'on nous a dit, nous-mêmes, nous ne savons pas comment porter des masques, ou même les masques, c'est dangereux, alors qu'il a été très vite, au bout de 2 ou 3 semaines, heureusement, la raison a prévalu. Il est paru évident que, évidemment, faute de mieux, le masque était quand même une protection peut-être pas garantie, mais en toutes circonstances, mais en tout cas qui pouvait limiter la propagation du virus. Ce genre de discours, c'est brusquement retourné, et nos politiques ont dit le contraire. Donc il est certain qu'on ne peut pas exiger des gouvernants, ça va de soi, une sorte d'explication de leurs actes, de justification permanente. Mais présenter les données du problème, présenter les incertitudes, écarter d'emblée les mesures, les réflexions telles, on ne va pas dire ça,
parce que ça va affoler la population, on ne va pas dire ça parce qu'on ne pourra plus rien contrôler, mais au contraire faire confiance à l'intelligence des citoyens et expliquer suffisamment, être prêt à débattre à l'infini pour expliquer tous les attendus des décisions, ça, il me semble que ce sont des mesures qui, d'une certaine manière, sécurisent l'action politique. Tout le monde peut se tromper, surtout dans une situation d'incertitude où des données ne sont pas accessibles, où l'exemple des pays étrangers désoriente plutôt qu'elle ne guide l'action. Mais il reste qu'il y a tout de même une pratique de l'honnêteté dans la parole qui donne son véritable sens à la liberté, à la responsabilité politique et limite certainement les risques qu'encourent les politiques. Et j'hésiterais à comparer cela à la situation dans laquelle sont les médecins. Parce que les médecins doivent intervenir, ils expliquent ce dont il s'agit, la personne signe un consentement. D'une certaine manière, ce que je venais d'indiquer en termes de responsabilité de la parole est présent. En revanche, un médecin qui donnerait des fausses informations à son malade ne serait évidemment pas exempt d'une demande de rendre des comptes. Mais ce n'est pas la façon dont les choses se passent le plus souvent. Merci beaucoup. J'ai encore quelques petites questions rapides. Si on pouvait avoir des réponses rapides, ça nous permettrait d'en poser encore quelques-unes. J'ai une question pour Marion Muller-Collard qui nous parlait tout à l'heure du ressenti finalement de ces restrictions, notamment par le biais des élèves, des collégiens dont vous nous avez mentionné certains commentaires intéressants. Mais être libre, c'est aussi connaître les limites de sa liberté, finalement. Et je me demandais si l'incertitude dans laquelle on se trouve, l'incertitude qui fait qu'il y a des modifications très rapides, des restrictions qui sont apportées à nos libertés, est-ce que ça n'a pas un rôle important dans le sentiment de contrainte qui est vécu par la population ? L'incertitude, est-ce que c'est pas ça qui nous fait ressentir plus encore cette privation de liberté ? Je ne sais pas si c'est vraiment la situation d'incertitude. Je pense qu'on a tous... je rejoins ce qui vient d'être dit aussi par Madame Cantos-Perber, c'est qu'en fait, cette incertitude, du moment qu'elle est assumée aussi par le politique et qu'il n'y a pas ni de fausses promesses, ni de déclarations qui s'auto-annulent aussitôt qu'elles ont été fournies, je pense que c'est un exercice intéressant que celui de l'incertitude, de l'imprévisibilité. Évidemment, c'est extrêmement déroutant. Je pense que c'est psychiquement très épuisant. Mais c'est encore une question un petit peu différente. Je crois qu'en fait, ce que je voulais partager et montrer avec ces témoignages d'élèves, c'est exactement la conclusion qui a été apportée par les autres intervenants, c'est qu'effectivement, en fait, la liberté, l'exercice des libertés est reportable, puisque c'est ce que nous sommes en train de faire, mais la liberté en elle-même ne l'est pas, et que la restriction, en fait, porte le germe de la suppression. Elle porte le germe à un niveau interne en chacun de nous. C'est que en fait, cette accoutumance à la restriction en fait, va conduire à un abandon quasi spontané et insidieux de notre possibilité d'exercer nos libertés. Et c'est là qu'est le plus fort danger aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve intéressant et qui est commun dans toutes les interventions, c'est de montrer que en fait, cette distinction, restriction, suppression ou reportable, non reportable, en effet, elle ne joue pas. Et je suis complètement d'accord avec la remarque qui a été apportée par Madame Cantos-Perber à ce sujet. C'est que l'exercice est reportable. Pour preuve, nous le faisons, mais le principe et l'essor même de la liberté ne l'est pas. Et ça, je pense que c'est ça qu'exprimait, je trouvais de façon assez exemplaire, l'échantillon des témoignages d'élèves. C'est quand dans une même phrase, on dit « je ne suis plus tout à fait aussi libre, mais en fait, rien n'a changé », il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et on voit qu'il y a quelque chose en fait, d'insidieux qui est en train de grignoter, c'est-à-dire que la liberté s'auto-alimente, mais au même titre, l'absence de liberté induit d'ores et déjà la capacité de l'abandonner. Alors, sans faire aucune analogie avec le régime politique qui est le nôtre aujourd'hui, je trouve que la réflexion d'Hannah Arendt au sujet du totalitarisme,
en montrant en fait la destruction de l'individualité comme la destruction de la spontanéité et de la capacité interne à chaque individu de réinvestir en fait et de recommencer. Le commencement, c'est quelque chose qui est extrêmement cher à Arendt. Je trouve que c'est quelque chose qui est très interpellant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je vais encore donner la parole très rapidement à Patrick Wexman et Lila Merabé pour qu'ils aient également un mot de conclusion, peut-être sur la sensation qu'on a que les Français, qui sont quand même assez jaloux de leur liberté, qui sont très prompts à les revendiquer, on le voit par rapport à la loi de sécurité globale, ça manifeste, et on est vigilant par rapport à toutes nos libertés et à leurs restrictions potentielles. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de mouvements contre les mesures sanitaires en France, comme on a pu le voir dans d'autres pays. Est-ce que peut-être vous pensez que ça va arriver, que c'est imminent? Est-ce que c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas eu encore de troisième confinement, parce qu'on pense que on est à la limite de l'exercice? Patrick Wexman. Merci. Oui, alors ça c'est un problème encore plus général, je trouve, c'est le problème de la rationalité et de son audience aujourd'hui. Il est clair que les décisions politiques qui ont été prises l'ont été au nom d'une rationalité qui, je le note, lorsqu'elle a été en défaut, a été censurée par le juge. Dans la mesure où, effectivement, la loi a beaucoup d'inconvénients, celle qui instaure l'état d'exception sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, mais elle précise au moins que les mesures doivent être adaptées et proportionnées, ça a été rappelé. Le Conseil d'État a systématiquement censuré les mesures irrationnelles, celles qui, par exemple, interdisaient les cérémonies religieuses, tout en permettant par ailleurs des réunions comptant un nombre équivalent de personnes de se tenir. Donc il y a une rationalité qui est derrière, fondamentalement, ces décisions des pouvoirs publics. Max Weber parle de légitimité légale rationnelle, c'est exactement, évidemment, ce dont nous nous réclamons. Mais ce qu'il faut relever, c'est que, malheureusement, en France comme ailleurs, pas seulement aux Pays-Bas, et pas seulement aux États-Unis sous Trump, hélas, il y a une fraction dont il est à craindre qu'elle ne s'accroisse dans les années à venir de la population, qui n'est pas sensible au discours rationnel, qui récuse le discours rationnel et qui préfère, par conséquent, écouter les rumeurs les plus extravagantes qui se diffusent sur les réseaux sociaux. Et là, effectivement, il y a un danger, une menace. Il est clair que, au-delà d'un certain seuil d'acceptabilité, je dirais l'écoute que les gens auront par rapport à ces mouvements irrationnels ira croissant, et à ce titre, évidemment, on ne peut malheureusement pas écarter les risques de passage à l'acte comme ceux qu'on a vus il y a quelques jours aux Pays-Bas. Donc c'est un risque, là encore, la démocratie, les libertés, la démocratie libérale est en jeu parce qu'elle se soutient d'un principe de rationalité que malheureusement de plus en plus conteste de nos jours. Merci beaucoup. Et je vous donne la parole, Lila Merabé, pour conclure avec quelques mots. Très rapidement, ce qui me semble manquer aujourd'hui, c'est la mesure et notre capacité à intégrer la dimension psychologique et psychiatrique d'ailleurs des incidences des restrictions de liberté. Et cette acceptabilité, sans doute, aurait besoin d'être corrélée à ces indicateurs. Moi, je crois fondamentalement, pour exercer une infime partie de responsabilité au niveau local, c'est que d'abord j'ai beaucoup d'humilité et je m'autoriserai à dire de compassion pour celles et ceux qui au niveau national doivent aujourd'hui se positionner et prendre des décisions qui nous concernent tous. Cela ne leur donne évidemment aucun passe-droit quant à l'usage ou la restriction de notre liberté. Pour autant, je crois que nous sommes sans doute à un moment où notre verticalité de gouvernance se questionne. Et je crois fondamentalement que peut-être la question de la temporalité et la question de la géographie de la décision pourrait être intéressante à poser dans cette approche d'acceptabilité. On l'a vu, nos concitoyens ont été
raisonnable, si ce n'est relativement docile et sans doute face à des efforts de pédagogie que je pense que nous pourrions améliorer. Mais si l'on regarde aujourd'hui, je comprends les acteurs de la culture qui nous disent mais comment comprendre qu'un supermarché soit plein et qu'une salle de cinéma ne pourrait pas contenir 10 personnes? Comment comprendre que les personnes qui sont à l'ouest de la France, avec des taux d'incidence et des taux de mortalité relativement faibles, aient à subir les mêmes restrictions ou suppressions de liberté sur les zones les plus, j'allais dire, impactées? Donc pour moi, la question de l'acceptabilité serait aussi celle de notre capacité à ajuster les mesures en fonction des circonstances, pour peu que nos concitoyens acceptent de ne pas être traités par l'égalitarisme qui est parfois excessivement trop cher à notre conception des choses. Je vous remercie et vous nous offrez une transition magnifique puisque vous parliez des conséquences psychologiques de toutes ces mesures sanitaires. C'est le sujet de la prochaine table ronde. Il me reste à vous remercier tous les 4 pour votre participation à cette table ronde. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Israël. Un grand merci à cette table ronde passionnante qui pourra être retrouvée dans les archives du forum et qui va être sûrement regardée abondamment. Elle a été très suivie et elle va l'être. Et je remercie les orateurs, autant présentiels qu'en distanciel, d'avoir éclairé, de nous avoir tous éclairés sur ce sujet passionnant. Et je vous donne aussi rendez-vous pour l'impact psychologique de la crise à 16h. À bientôt.